Comme la BOP, la catégorisation des pilotes est un sujet récurrent qui revient chaque année, chaque intersaison pour se ramener à disputer la prochaine campagne dans les différentes séries où la catégorisation de pilotes entre en jeu. Cette catégorisation va être le sujet de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, où nous allons aborder avec Laurent Mercier et Thibaut Villemont un petit peu ce système et voir un peu quelles sont parfois certaines limites que l'on peut voir à propos de cette catégorisation de pilotes qui seront au menu de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Thibaut, Laurent, bonjour à vous. On va sortir un petit peu de l'actualité chaude, comme on aime à l'appeler, avec la fin des différents championnats, notamment l'IMSA, le GT World Challenge Europe ou encore le DTM. Messieurs, on va aborder un sujet qui fait beaucoup parler, qui fait peut-être un petit peu moins parler en ce moment, mais qui va sans doute en faire parler beaucoup dans les prochaines semaines. C'est la catégorisation des pilotes, puisque la version 2026 va prochainement sortir, et on sait que ce système donne parfois lieu à pas mal de discussions, puisqu'il préside pour beaucoup, à l'établissement des équipages qui évolueront l'an prochain en piste. Thibaut, Laurent, on va commencer par un rappel tout simple, la catégorisation de pilotes. Laurent, je vais commencer par toi. C'est pas tout à fait récent, mais c'est pas non plus quelque chose de tout nouveau. Ouais, salut les gars. C'est pas quelque chose de récent, mais c'est devenu quelque chose de récurrent. La catégorisation de pilote qui est utilisée dans tous les championnats maintenant. Donc avec la même chose depuis le début, avec quatre, répartis en quatre classes, avec les bronzes, les silver, les gold et les platinum. Ou platine, si on veut le faire en français. Et chaque année, depuis qu'elle a été mise en place, et encore plus maintenant, elle est toujours sujette à débat parce qu'il y a quand même près de, je crois que c'est 7000 pilotes qui sont sur cette catégorisation de pilotes, donc ça fait quand même beaucoup. Et chaque année, la FIA soit en met de nouveaux, si on a des nouveaux pilotes qui viennent s'ajouter, soit révise des catégorisations, soit des pilotes sont upgradés, soit des pilotes sont downgradés en fonction un peu de leur performance et de s'ils roulent beaucoup, s'ils roulent pas et de leurs prestations. Et il y en a toujours qui arrivent à passer un peu entre les mailles du filet. Cette catégorisation, toujours à cette époque-là de l'année, c'est un peu le bulletin scolaire. Le bulletin scolaire, on doit être le seul sport au final où les pilotes font ce qu'ils peuvent pour pas être upgradés. Dans tous les sports, le but du jeu, c'est d'être le plus haut possible, mais nous, non. Nous, on fait un peu le nivellement vers le bas. Principalement entre bronze et silver. C'est pas vrai entre gold et platinum où là, il n'y a pas de différence. Mais entre bronze et silver et aussi un peu entre silver et gold, mais principalement bronze-silver, c'est là où il y a un petit peu les plus gros couacs et il suffit de parcourir la liste pour s'en rendre compte. Thibaut, cette catégorisation de pilotes sous sa forme actuelle date de 2015 avec donc les quatre grandes catégories, comme Laurent l'a rappelé, bronze, silver, gold et platinum. On a déjà vu, Thibaut, par le passé, des bizarreries, on va dire, dans cette liste. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà aussi comment elle est faite, cette catégorisation, et qui l'a fait? Bonjour à tous d'abord. En fait, il y a la FIA et après, il y a les différents... il y a un représentant par championnat majeur. Donc, Laurent, je crois qu'il y a WEC, GT World Challenge Europe, IMSA. Ouais, alors il y a ACO, SRO, IMSA. Et après, il y a deux membres des comités régionaux qui peuvent représenter le Japon, l'Australie ou l'Amérique du Sud. Voilà. Donc, voilà. Puis après, donc là, cette année, les pilotes avaient, je crois, jusqu'au 31 août pour demander une révision. Chaque année, ils peuvent demander une révision de leur statut. Les critères, Lolo les a énumérés, mais ça dépend bien évidemment de l'âge. Notamment, je crois qu'un jeune pilote qui a moins de 27 ans, il va forcément, s'il débute, il va forcément être silver ou argent dès le début. Après, il y a des pilotes qui vont être aussi downgradés en fonction de l'âge. Donc, je crois que je sais plus quelles sont les limites. Je crois que c'est 50, 55, 60. 55, 60, 65. Voilà, à chaque fois, ils perdent un grade. Et puis après, ça va être surtout les performances, les résultats qui comptent. Mais comme tu le disais, on a vu pas mal de petites inepties. Après, cette règle notamment sur les jeunes pilotes, on a eu le cas de Thomas Laurent qui a débarqué, qui avait quand même défrayé la chronique dès sa première année en sport auto.
C'est le genre de situation que les instances aimeraient éviter, mais bon, c'est très compliqué parce que là maintenant pour un jeune qui débute, être silver tout de suite, c'est pas forcément un cadeau. Mais oui, après comme tu dis, chaque année il y a des inepties et ça fait parler chaque année. Et encore cette année, la liste n'est pas définitive, mais il y a quand même 2-3 cas qui sont sujets à débat. Ce qu'il faut quand même dire, parce que chaque pilote évidemment dispose d'une licence, hein, généralement en fonction de leur pays, mais plutôt de la fédération à laquelle ils sont rattachés. Donc une licence que les pilotes payent, évidemment, mais c'est pas tout, parce que même si tu as payé la licence, il faut quand même que tu payes la catégorisation de pilote. Parce que la catégorisation initiale, ça te coûte quand même 150 €. Et si tu veux une révision de ton statut, il faut que tu payes 250 €. Bon, déjà, on passera sur le principe, déjà, c'est un peu une escroquerie quand même, faut quand même être clair. De payer en fait pour être catégorisé, mais puis de payer pour avoir une révision. Donc alors que c'est pas compris dans le prix de la licence. Ce serait peut-être la première chose à faire d'ailleurs. Mais bon. Je suis pas pilote, hein, donc j'ai pas besoin de payer. Laurent, il y a une petite règle, notamment dans les championnats SRO. On voit que le promoteur applique également quelques modulations, on va les appeler comme ça, de la liste des engagés, puisqu'on peut voir notamment des fameuses étoiles qui sont appliquées à certains pilotes. Est-ce que tu peux nous rappeler ce grand principe qui est en vigueur dans les championnats SRO ? Oui, alors les championnats sont pas tenus d'utiliser cette catégorisation de pilote, sauf évidemment si c'est un championnat badgé FIA, où là tu es obligé de prendre cette catégorisation, la liste établie par la FIA chaque année. Et après, les promoteurs, eux, peuvent, en fonction de ce qu'ils jugent, généralement les championnats ont un peu des comités, et pour compléter un équipage, on peut avoir un pilote qui peut avoir un statut de gold et qu'on pourrait mettre par exemple silver étoile. On va regarder ce qu'il fait, on va regarder s'il est trop rapide durant les courses. Et si jamais c'est le cas, on lui enlève son étoile et on le remet à sa catégorisation normale initiale, on va dire. Et ça, c'est valable principalement pour les championnats SRO parce que si tu prends les championnats assez hauts, il n'y a pas d'étoile. Tu as une catégorie, alors ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs, tu as une catégorisation, tu as une classification et on se tient à cette classification. Sachant que cette classification, pour les championnats FIA, ne peut pas être amenée à changer en cours d'année. C'est-à-dire qu'elle est valable pour 1 an. OK ? Sauf pour les premières, on en reparlera peut-être tout à l'heure, sauf pour les premières catégorisations, ou les catégorisations initiales plutôt, où tu peux commencer à la limite quand tu as demandé ta catégorisation en début d'année bronze et tu fais une course qui se passe plutôt pas trop mal. Et dans la foulée, je pense que tu as des petits copains qui te balancent auprès de la FIA pour dire attends, mais lui, c'est pas normal qu'il soit bronze, et à la course d'après, le gars, il est silver. On a un exemple en tête, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais normalement, c'est pour l'année complète. Et si par exemple, comme l'Asian Le Mans Series, hein, qui est sur 2 années calendaires, donc 2025-2026, on prend la catégorisation de pilote 2025 et pas la 2026. C'est-à-dire qu'en février, même si on est en 2026, il y a les pilotes utiliseront la classification sera celle de 2025. Thibaut, on parlait en introduction de cet élément qui préside à la composition des équipages. C'est pour les équipes aussi un élément à prendre en compte durant l'hiver. On va parler généralement pour composer les programmes 2026. C'est un vrai casse-tête parce qu'on va chercher en fait le meilleur pilote possible selon les possibilités offertes par le championnat où on roule. Et parfois, le pilote aussi amène du budget. Et alors, est-ce que parfois, on va se diriger plus vers je prends un exemple d'un silver qui a le plus de budget, mais qui n'est pas forcément le plus rapide. Et ça peut aussi être compliqué pour les équipes à gérer. Oui, bien sûr, c'est certain. Une équipe qui a beaucoup de moyens va pouvoir s'offrir un silver qui est plus rapide mais avec moins de budget, ou un bronze plus rapide avec moins de budget. On a même parfois eu des situations assez cocasses avec des pilotes bronze qui gagnent de l'argent là où un pilote pro n'en gagne pas sur une même voiture. Voilà, après, je suis pas sûr qu'il y ait de solution miracle, mais là, ce qui est sûr, c'est que là, les équipes ont quand même hâte d'avoir cette nouvelle liste parce qu'on est déjà bientôt fin octobre et qu'ils sont forcément en train de travailler sur leur plan en 2026 et il y a certains pilotes dont ils ne sont pas encore assurés du statut. Donc là-dessus, va falloir, ça peut remettre pas mal de plans en cause. Donc ça, c'est sûr que c'est une liste qui est toujours attendue avec énormément d'impatience, puisque voilà, on le rappelle, hein, notamment pour parler de l'endurance du WEC et de l'IMSA, il y a le P2 où c'est des équipages Pro-Am, on a même maintenant le Pro-Am, hein, où il y a forcément un pilote bronze, P2 Pro-Am, pardon. Et on a le GT3 où il y a forcément un pilote Gold Platine maximum
Et après, forcément, un bronze et un silver ou un bronze. Donc tout ça, forcément, tout dépend de la classification des uns et des autres. Ouais, et ça a été fait quand même, on peut peut-être le rappeler aussi, pour éviter aussi la course à l'armement, c'est-à-dire que dans toutes les catégories, il y ait des équipes qui soient plus fortunées que d'autres et qui arrivent à payer 3 pilotes, par exemple, Platinum, pour pouvoir composer un équipage en GT. Alors, c'est le cas en GT World Challenge Europe, mais dans la classe pro. Mais même dans les autres championnats, tu vois, ça évite notamment au LMP2. On sait qu'il y a des équipes qui ont quand même plus de moyens et que, bon, le LMP2 n'est plus en WEC maintenant, mais quand c'était le cas, il y a des équipes qui auraient très bien pu se payer 3 pilotes Platinum. Tu vois, et donc il a fallu un peu réguler ça. Donc il y a des trous dans la raquette, ça c'est sûr. Maintenant, enfin, on va certainement revenir dessus, mais quelle est la solution? Je veux dire, on est rentré dans cette catégorisation de pilotes. Maintenant, est-ce qu'on peut s'en passer? Ça me paraît compliqué. Est-ce qu'il faut la modifier? Je sais pas. Par contre, ce qu'il faut certainement modifier, à mon avis, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ce sont les textes. Les textes qui régulent cette catégorisation de pilotes. Parce que là, il y a quand même quelques inepties. Il y a quand même enfin, il y a quand même quelques problèmes. Alors, je sais pas si tout est bien contrôlé, vérifié, regardé, scruté. Alors, nous, évidemment, on connaît pas les 7000 pilotes qui sont sur cette liste. Nous, c'est sûr que, enfin, je prêche pour ma partie, mais je connais plus les pilotes à la limite que nous on retrouve en endurance. Mais même ces pilotes qu'on retrouve en endurance, quand même des fois, tu regardes les classifications, tu te dis, là, les gars, là, vous avez craqué un peu, là, parce que c'est pas très logique votre histoire. Là. Non, mais par contre, c'était pour rebondir sur ce que disait Pierre. C'est vrai que c'est un petit peu. Là, dès que la liste elle sort, toutes les équipes se ruent dessus pour trouver le bon bronze, le bon silver. Et voilà, et forcément, il y a des. Exact. Alors, celui qui a du budget, mais après, on se retrouve encore une fois, on se retrouve dans des situations où parfois il y a des teams qui sont presque prêts à payer un pilote bronze parce que entre deux pilotes pro, il y a rarement une poignée de dixièmes entre eux. Par contre, entre deux bronzes ou deux silver, il peut y avoir 3 secondes autour. Donc la différence, elle est absolument colossale. Après, voilà, on est dans des schémas de course où c'est souvent quand même, on se retrouve avec des safety cars qui peuvent rassembler les voitures, et donc c'est souvent le pro de toute façon qui est mis en fin de course. Généralement, on met les amateurs au début parce que c'est là où les opportunités de voitures de sécurité d'interruption de course sont les plus importantes. Mais la différence entre deux silver ou deux bronzes, elle peut être absolument colossale et bien plus importante qu'entre deux pros. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... nous d'ailleurs, hein, on peut le dire, hein, nous on nous sonde en nous disant non mais attends, toi d'après toi c'est qui le bronze à prendre pour l'année prochaine? C'est ce que j'allais te dire, il y a beaucoup d'appels un peu avant les établissements des listes, hein, catégorisation, où il y a pas mal d'équipes qui appellent en demandant des avis avec certains critères en fait. Non, j'allais dire, après c'est aussi... en fait, des fois on en revient à la définition même du terme pilote amateur, gentleman driver. Je veux dire, là, aujourd'hui, il n'est plus à mes yeux la référence qu'il a été. Mais un Ben Keating, par exemple, il y en a qui disaient non, mais attends, il y a un moment, il mettait des fessées à tous les pilotes bronze, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que le niveau des pilotes bronze a sacrément augmenté. C'est un vrai bronze, c'est un mec qui a un métier à côté, c'est un pur amateur, quoi. Donc, c'est difficile de. On parle de niveau, on parle de résultats, mais il y a un moment, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et d'où les gens viennent. Donc voilà, il y a encore une fois, il y a plein de critères, notamment pour être bronze. Normalement, on ne peut pas être bronze si on gagne sa vie en faisant une activité liée au sport automobile. Donc normalement, même Laurence, tu m'arrêtes si je me trompe, mais même un coach en pilotage n'est pas censé être bronze. On sait très bien que ça a été le cas pour certains, mais voilà, c'est juste, il y a des fois, faut faire. Et aujourd'hui, le pilote bronze, je pense, le plus en vue cette année, ça a été PJ Hayet en LMP2. Mais c'est pareil, c'est un vrai amateur, quoi. Le problème, il est là. Le problème, c'est si ces bronzes-là, tu les passes silver, ok, ils font peut-être partie du haut du panier en bronze, mais si tu les passes silver, ils seront jamais dans le haut du panier en silver. Donc l'équilibre entre les deux, bah il est pas simple. Et comme tu dis, là, je suis d'accord, un Ben Keating, tu vas pas le passer silver. Tu demandes, enfin, là encore, il y a vraiment que nous en sport auto, on fait des trucs comme ça. Tu demandes à un sportif d'être équilibré, de faire du sport en dehors de son sport, du sport auto, mais de bien se préparer, de faire ce qu'il faut. Le gars, il fait ce qu'il faut, et après, tu lui coupes les pattes en le remontant. Donc, il y a quand même un blême. Alors, c'est sûr que, comme tu dis, les bronzes de maintenant sont plus les bronzes d'il y a 10 ans. Enfin, les bronzes, il y a 20 ans, ces pilotes-là qui ont quand même beaucoup de moyens, se seraient certainement contentés de mettre un sticker de leur société sur la voiture. Maintenant, c'est plus le cas.
Bien sûr, non mais on prend, et encore, tu dis 20 ans. Ouais, peut-être même 10 ans, peut-être même. Hein. Alors on parle pas de on parle pas de Léo Hindery qui gagne Le Mans en GT je crois en prenant 24 secondes au tour par ses équipiers. Ouais. Mais après il y a eu les temps de règles de conduite qui ont été appliqués qui sont bien plus drastiques qu'à l'époque, mais même il y a quelques années, Ed Brown, Ed Brown en LMP2, c'était quand même pas une flèche. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y en a, il y a un gros niveau en bronze, particulièrement cette année en WEC. C'était pas une flèche, mais il y avait la tequila quand même. À consommer avec modération. Avec la mi-modération, hein, bien évidemment. Mais oui, c'est sûr que les bronzes, c'est plus les bronzes. Mais tu as raison de dire qu'il y en a en fait qui sont un petit peu dans le entre les deux, et c'est très compliqué. On leur coupe les ailes en les mettant silver, mais c'est pareil que pour un silver qu'on va mettre gold d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on a un Paul Lafargue qui honnêtement c'est un silver, mais il y en a qui disent de red bronze, mais en bronze, il serait quand même meilleur que la grosse majorité du plateau, pour ne pas dire tout le monde. Ouais, et pourtant il roule pas à côté. Il a un mec, Ah c'est non, un mais gars c'est qui a ça. un métier, qui bosse la semaine et le lundi qui est au boulot quand il roule le week-end et qui fait rien à côté et qui fait pas 15 programmes comme peuvent le faire certains. Même certains bronzes, un mec comme PJ Hayet est quand même quelqu'un qui roule beaucoup, qui roule aux États-Unis, qui roule en Europe. Ben Keating, ça a été la même chose. Et après, ces 2 dernières années, on a beaucoup parlé d'Alex Malikin. Alex Malikin qui était le meilleur bronze, qui gagnait tout avec Porsche, avec Manthey et tout. Et là, cette année, il est silver. Et je suis désolé, mais Alex Malikin, on l'a pas vu de l'année. En P2, on peut pas dire que ça ait marché. En GT, Pierre, tu es d'accord avec moi, chez Pure Racing, le mec, il roule quand même avec Thomas Prenning. Quand même. Richard Litz. C'est quand même pas... et Richard Litz accessoirement. Et tu es d'accord avec moi, la Porsche Pure Racing, inexistante de l'année. Non, ça a été d'ailleurs une grosse interrogation. Donc il y a des pilotes, et à côté de ça, alors, moi je reste perplexe par contre qu'un par exemple, un Giorgio Roda reste bronze. Le gars, il a 31 ans. En ELMS, l'année dernière, je crois qu'il fait 5 pôles sur 6. Cette année, il en fait 4 sur 6. Il fait 6 pôles sur 6 en Asian. Il commence la sport auto à 17 ans. Le mec, il fait un peu de monoplace, un peu de Formula Barth et tout. Il est champion ELMS en GTE. Il y a, je sais plus, 2017, 2018 peut-être, ouais, 2018 avec Proton. Champion italien GT. 3e des 24 heures du Mans en 2024 quand même, en LMGT3, sur la Ford avec la Ford Proton. Il était passé silver. Le gars, il gagne tout, 31 ans, et il est bronze. Et là, tu dis, là, il y a un trou. Il y a un trou quelque part. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a un trou quelque part. Et en plus, en ELMS, quand tu vois contre qui il roule, parce que c'est lui qui fait les qualifs vu qu'il est bronze. Alors, moi, j'ai regardé un peu les dates de naissance de ses, on va dire, de ses adversaires. Il y a Giorgio Scoloros, 52 ans. Criton Lentudis, 65 ans. Daniel Schneider, 52 ans. John Falb, 53 ans. Rodrigo Sell, 51 ans. C'est François Perrodo, 48 ans, qui est peut-être... Non, même pas, il y a PJ Hayet, 42 ans. Mais t'as des pilotes, c'est limite, ça pourrait pas être, ils pourraient pas être leur fils. Donc, c'est quoi la logique du truc? Et c'est justement là, Laurent et Thibaut, où les textes, c'est ce que tu disais, Laurent, sont importants parce que les textes, normalement, mettent un cadre à l'établissement de chaque catégorisation. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des choses qui, visiblement, ne sont pas respectées. Et Laurent, on a l'exemple parfait qu'on a noté, qui est Logan Sargent. Ah, alors là, si tu veux m'énerver, t'as qu'à me parler de Logan Sargent. Hein. Non, mais disons qu'à partir du moment, en dehors du fait de la façon dont les textes sont écrits, c'est surtout à partir du moment où il y a des textes, il faut qu'ils soient appliqués. À partir du moment où il y a un règlement, il faut qu'il soit appliqué. Et il y a effectivement, il y a 2-3 inepties là-dessus, dont Logan Sargent, évidemment. Mais Logan Sargent est gold. Déjà, il a une super licence F1. Le gars est resté gold. Bon, tu sais pas pourquoi il est gold, déjà, il est pas platine. Il est toujours là? Non, là, en ce moment, il est gold. Ok. Oui, en ce moment. Oui. En ce moment, rappelle, Laurent, qu'en fait, la super licence, un tout pilote ayant une super licence, est mécaniquement platinum. Donc, ok, il est gold. On sait pas pourquoi il est gold. Allez, on dit il est gold. Il roule pas. Il a pas roulé de l'année. Ici, il a roulé Indianapolis en LMP2, qui était après le 31 août. Bon. Et Petit Le Mans. Le mec est gold. Donc, normalement, si tu l'upgrades, c'est que le gars a fait suffisamment de performances, a suffisamment été bon. Si on t'upgrade, c'est par rapport à tes performances, par rapport à ton cursus, par rapport à ton âge. Le mec fait pas une course, il passe platine. Et là, tu dis, expliquez-moi pourquoi est-ce qu'il passe platine sans avoir roulé, alors que le gars avait une super licence et qu'il a jamais été platine. Mais là, c'est certainement pour réparer l'ineptie de l'année dernière, j'imagine. Ah, ok, d'accord. J'espère.
Ouais, mais tu peux pas. Enfin, je suis désolé que tu passes à côté d'un gars qui roule au Venezuela dans un championnat que personne ne connaît. Mais là, on parle quand même Ne sous-estime pas le championnat local. Non, que je ne connais pas d'ailleurs. Mais là, on parle quand même d'un pilote qui a une super licence et qui a roulé en Formule 1. Je veux dire, quand tu fais la liste, quand tu regardes Logan Sargent, ça parle quand même. Alors, pour lui, ça change pas grand-chose, hein, qu'il soit gold ou platinum. Mais c'est une histoire de principe, comme vous le dites. Il y a des textes qui doivent être appliqués. Et là, je suis désolé, mais les textes sont plus en accord avec la catégorisation de pilote. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Et Roman Rusinov, là, il est en statut révision ou pas? Je crois pas. Donc, il est toujours gold. Ah oui, ça, il est toujours gold. Ouais. Donc, Roman Rusinov, il est gold comme Norman Nato. Ouais. Comme, je sais plus, je crois que Charles Milesi est passé platine, non? Il passe platine, mais par exemple, il y a un Mathieu Vaxivière qui est toujours resté gold. Ouais. Alors pour lui, c'est pareil, ça change pas grand-chose, mais c'est pareil, tu compares. Oui, pour lui. Pour lui, par contre, pour Roman Rusinov, ça change quelque chose. Bah, ça change quelque chose. Roman Rusinov, gold ou silver, la donne n'est pas la même. Non. Et aujourd'hui, en plus, il n'a pas roulé dans un championnat de haut niveau depuis quand même un certain temps. Un Roman Rusinov, je ne sais pas ce qu'il fait gold. Bah non, et comme tu vois, comme là, on a déclassé. Alors ok, il a passé 40 ans, enfin il a 42 ans, mais tu déclasses un gars comme Opingtung, que tu passes silver. Ok, il a pas roulé, il a dû faire du Super Taikyu en 2023 chez KCMG encore. Mais Opingtung, en 2018-2019, il est vice-champion du monde à l'MP2. Juste pour rappeler, il y a aussi effectivement un manque d'activité sur les circuits, une absence sur les circuits qui entraîne une rétrogradation. Merci. Ouais. Au bout de 5 ans, c'est ça? Ouais, mais enfin, quand tu regardes certains pilotes, la rétrogradation au bout de 5 ans, je pense qu'il y en a qui se sont assis dessus. Hein. Et là, tu vois, au Pingtung, t'es une équipe, tu cherches un bon silver. Bah, je peux te dire qu'au Pingtung, tu passes. Enfin, moi, je suis désolé, quand tu connais un peu au Pingtung par rapport à, notamment pour régler une voiture, au Pingtung, c'est loin d'être un manche. Hein. Non, c'est sûr, mais après, on a eu le cas il y a quelques années en Asian Le Mans Series aussi, avec cette histoire de Félix Portero, hein, sur la voiture de Nikita Mazepin, hein, où en final, tout le monde se réveille l'avant-veille de la première course, comme quoi, mais attends, mais il doit pas être bronze. Et au final, c'est branle-balle combat, on rappelle quelqu'un, on rappelle Warren Hughes, ah bah non, parce que non, c'est pas bon. Enfin, ça a été quand même un sacré... Cafarnaum. Mais non, après, pour parler des inepties, si on peut y aller, hein, moi, là, cette année, je suis quand même très étonné par Ricardo Pera qui reste silver. Ouais. Ricardo Pera qui gagne le Mans cette année en LMGT3. Vous prenez ses moyennes, il est plus rapide que Richard Lietz. Je suis pas persuadé c'est pareil, là, c'est un silver en or. Hein. On parle de Ricardo Pera, mais on peut aussi parler, Pierre, nous, on l'a suivi toute l'année, un Dustin Blattner qui est bronze, qui a atomisé la concurrence en bronze, une catégorie où il y a quand même beaucoup de bons pilotes. Et Dustin Blattner, pour pas répéter ce qui s'était passé avec Alex Malikin qui était resté bronze 2 ans, on s'était dit que Dustin Blattner allait passer silver. Alors oui, il était en révision. Et finalement, alors la dernière liste n'a pas encore été publiée, mais sur la liste en cours, normalement, il garde son statut de bronze l'année prochaine. Alors par contre, qu'est-ce qu'il faut pour que un pilote soit upgradé? Que dit le texte? Le texte dit pour upgrader un pilote, il faut que le pilote soit aussi ou plus rapide que la moyenne des pilotes de la catégorie supérieure dans au moins 30% des courses. Ok? Bon, après, est-ce que tout est pris en compte? Ça, je sais pas. Parce qu'après, c'est les championnats aussi qui font qui regardent un petit peu comment se comportent les pilotes. Et si on doit downgrader le pilote, il faut il ait des performances égales ou inférieures à la moyenne des pilotes de la catégorie supérieure dans 30% ou plus des courses des 3 saisons consécutives. Bon. Rien que ça, c'est déjà très compliqué. Et le calcul moyen pour les courses de 2 heures maximum, c'est les 10 tours les plus rapides. Et pour les courses qui durent plus de 2 heures, c'est les 20 tours les plus rapides. Bon, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais là aussi, il y a plein de paramètres qui sont pas pris en compte sur les courses. La météo n'est pas prise en compte. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est si le pilote il fait le départ, le milieu, l'arrivée. Qu'est-ce qu'il a comme pneu, le carburant, le trafic. S'il y a des safety cars. Il y a plein de trucs en fait qui rentrent en compte. Et là, j'ai un peu l'impression que pour certains, c'est un peu du bépilard de salon, quoi. Il y a l'histoire. On peut parler des pilotes qui normalement gagnent les grandes courses d'endurance au général, qui sont censés normalement passer platine. Oui, c'est l'une des règles. Ah oui. On a quand même pour la première fois cette année depuis, je vais pas dire depuis Jean Rondeau, mais peut-être pas loin, même si à cette époque-là, il n'y a pas de catégorisation de pilotes, mais où on a des pilotes qui gagnent les 24 heures du Mans au général et qui sont pas pilotes officiels. Phil Hanson n'est pas pilote officiel et Robert Kubica est pilote à F Corse, pas pilote Ferrari, contrairement à Yves Fayet.
Et Phil Hanson qui gagne quand même au général, qui est quand même gold, même en gagnant les 24 heures du Mans au général, sur la liste, reste gold l'année prochaine. Et pas sous révision. Et c'est ça, en fait, comment on l'explique? Bah, ça, je sais pas. Alors, peut-être qu'il mérite de rester gold malgré sa victoire aux 24 heures du Mans. À la limite, si tu regardes les moyennes, et encore, je pense pas que ce soit le plus lent. Mais c'est les textes. Alors, c'est les textes c'est les textes qui déconnent. Et c'est la même chose si tu gagnes, tu prends Lucas Hengsler qui gagne les 24 heures de Spa au général, bah, il reste gold. Et normalement, les textes disent, c'est si tu termines sur le podium d'une catégorie pro, Le Mans, Daytona, Spa, Nürburgring, et il est même précisé si tu es vainqueur d'une course majeure en GT World Challenge Europe, America ou Asia. Bon, America, Asia, il n'y a pas d'équipage pro-pro, donc là, tu peux l'enlever. Mais qu'est-ce qu'on considère vainqueur d'une course majeure du GT World Challenge Europe? Le Paul Ricard sur une course de 6 heures en début de saison. Normalement, c'est quand même une course majeure. Tu prends, c'est Hugo De Wild qui gagne. Hugo De Wild, il est gold, il reste gold, ce qui est normal. Mais les textes, Valentino Rossi vient de gagner les 8 heures d'Indianapolis. Est-ce qu'il va être platinum? non, parce que le truc quand même, ce qu'il faut quand même peut-être préciser, c'est que tu peux pas grimper de deux upgrades la même saison. À la limite, tu devrais le passer gold et peut-être platinum l'année d'après si jamais il gagne. Mais tu prends Lucas Hengsler et reste gold, il fait les premiers à Spa. Tu prends Sven Muller, gold, il fait deuxième à Spa. En fait, il y a un règlement sans en avoir. Comme tu dis, tu vois, moi aujourd'hui, tu me dis, tu passes Phil Hanson platine. Je sais pas, mais peut-être pas. En plus, ça va pas changer grand-chose pour lui, on va pas se mentir. Ça va Non, même non, rien non, changer. on est d'accord. On est d'accord, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a un espèce de pseudo-règlement. Et après, il y a une grosse part d'interprétation et de jugement de performance. Honnêtement, j'ai l'impression que Et sachant que en plus, comme le veut la règle, les pilotes peuvent défendre leur cause en cas de classification qui ne leur, on va dire, ne leur convient pas. Je vais prendre un c'est exemple de quelqu'un qu'on connaît depuis pas mal de temps, qu'on voit assez souvent sur les circuits, enfin qu'on voyait parce que c'est un ami assez proche de Pierre Thirier. C'est Philippe Lenoir. Ok, Philippe Lenoir, il a 31 ans. Sa première licence en sport auto, elle était en 2023. Ok, donc avant ses 30 ans. Mais licence pour faire du kart. Alors, à la limite, et même pas du kart en haute compétition. Sa première licence FIA, elle est en 2025 parce qu'il il a roulé en Ultimate Cup Series en Nova Proto. Ok, il a 31 ans. Sa première donc licence FIA, il a le statut de silver. Pas de cul pour lui. Il gagne la course au Paul Ricard. Ultimate Cup Series, Nova Proto, avec Mathias Bech, qui est gold, Romain Carton, qui est silver. Ok, il gagne l'Ultimate Cup Series. Ce qui n'a pas plu forcément à certains de ses adversaires, qui, à mon avis, ont bien essayé de savonner le truc pour dire à la FIA, non mais attendez, là, il y a un trou, ça va pas. Bam, révision en cours de saison, après la première course, bah, on lui dit, bah, monsieur, vous êtes plus bronze, vous êtes silver. Qu'est-ce qu'on fait là? On parle d'un gars qui a certes eu une licence à moins de 30 ans, mais est-ce qu'à un moment on a regardé ce qu'il a fait? Est-ce qu'à un moment on a regardé où il roule? Ou est-ce qu'on s'est contenté d'appliquer bêtement le texte alors qu'on l'a pas appliqué pour d'autres? Moi, je pose juste des questions en fait. Qui connaissait Philippe Lenoir en FIA international, sans lui faire offense, hein, Philippe, hein, évidemment. Mais avant qu'il roule là, ce qui fait qu'il a fait une course, on l'a mis silver, bah, du coup après il a pas roulé de l'année. Et là, il aurait pu rouler sur la finale au Paul Ricard où il a gagné en début d'année. Bah, du coup, le team lui dit, bah non, on va pas te prendre, t'es silver, on va pas te prendre. Donc il a gagné certes, mais Et on en revient à la composition des équipages qui est bouleversée. exactement. Donc il a gagné certes, mais est-ce qu'on est allé voir de quelle façon il a gagné? Alors je comprends qu'on va pas aller voir les 7000 pilotes un par un, mais peut-être que la FIA est pas suffisamment staffée ou j'en sais rien. Et c'est aussi les championnats qui envoient les données de leurs pilotes. Et à un moment, il devrait y avoir je sais pas, des référents un peu par discipline. Nous, à notre modeste niveau, on est bien capable d'arriver à gérer. Tu vois, Thibaut disait tout à l'heure Ricardo Pera qui reste silver, Dustin Blattner qui reste bronze, et on est bien capable de voir comme ça déjà qui on verrait un peu plus ou un peu moins. Je dis pas qu'on a raison, mais à un moment, quand tu discutes dans le paddock avec les gens du paddock, bah, tout le monde a un peu la même la même philosophie. Tu vois, un Bastian Bus, qui est quand même bon. Alors lui, il passe Platinum. T'as Bus qui passe Platinum, par contre, un Norman Nato, il est gold. Ouais.
Bah oui. Et Bastian Bus, il passe Platinum. Donc tu dis, ok. Bastian Bus, il a fait quoi? Il a fait troisième. Alors, il a brillé en GT World Challenge Europe, hein, quand même, on est d'accord. Il fait troisième des 24 heures du Nürburgring sur la Porsche Dynamique. Dynamique, ouais. Donc, ouais, troisième. Bastian Bus, Platinum. Il roule avec Matteo Cheroli, donc qui est Platinum déjà. Luke Hartog, qui était Silver, qui passe Gold. Et Joel Sturm, qui était déjà Gold. Mais, enfin, c'est quoi l'intérêt de passer Bastian Bus, Platinum? Là, tu peux... Enfin, je sais pas. Je trouve que tu peux te poser des questions. Tu vois, tout le monde disait en début de saison, et peut-être même nous les premiers, quand on a vu que Petru Razvan Umbrarescu passait bronze. On s'est dit, putain, lui en bronze, ça fait partie des meilleurs bronzes. Il n'a pas non plus surdominé la classe bronze. Il a fait le job, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il a fait ce pourquoi il est classé. Il n'était pas complètement au-dessus du lot. Maintenant, tu as d'autres pilotes, tu prends un Marco Bonanomi. Alors ok, Marco Bonanomi qui roule pas depuis un petit moment, bah, il passe Silver aussi. Bah, Marco Bonanomi en Silver, je pense que ça devient pas déconnant. Et ça donne de faux silver ou de faux gold, ce que tu veux, qui du coup peuvent, allez, j'ai pas envie de dire fausser la donne, mais parfois un petit peu sur certains des relais, puisqu'ils vont sans doute dominer la concurrence. Tu parles d'Opintung, ça fait un très bon silver. Ouais, et je prends un exemple. Enfin, Giorgio Mondini, ça vous parle? Bon, c'est pas quelqu'un de très jeune. C'est quelqu'un qui roule pas à l'international ces derniers temps. Là. Mais Giorgio Mondini, il est bronze. En bronze, Giorgio Mondini, c'est un mec qui s'est C'est tourné. intéressant. Bah, c'est un mec qui s'est tourné un cerceau. Tu vois, Nico Pino reste silver. Ouais, Guy Fayet est gold, Norman Nato est gold. Ouais, mais Yefi vient de gagner Le Mans, théoriquement. Mais mais il est pas passé platinum. Actuellement, il est gold et j'ai pas l'impression qu'ils sont en révision. Non, non, t'as raison, il est même pas révision. Et je pense pas que un changement de classe pour lui changerait la donne Non, dans les non, mais ça programmes change rien. C'est juste qu'à un moment, en fait, c'est des mecs sur lesquels, en fait, il y a même pas. C'est un mec. Enfin, je dis une bêtise. Il y a une réunion pour parler des statuts. Il fait. La question se pose même pas en fait. Oui, c'est ça. C'est allez hop, Norman platine Nato, et c'est on passe au pareil. suivant. Julien Quoi. Andlauer, c'est pareil. Ouais. C'est juste qu'en fait, à partir du moment où il y a un texte, il faut que ce soit appliqué quoi. Et il est en plus, Yifé est quand même pilote aussi, qui est quand même pilote officiel Ferrari. Alors après, tous les pilotes officiels ne sont pas Platinum. Lilou est Silver, Valentino est Silver. Évidemment que si tu dépasses Platinum, c'est certainement compliqué, mais peut-être enfin, moi je pense qu'il faut revoir les textes. Les textes sont plus en adéquation avec. J'ai l'impression que les textes de la catégorisation de pilote, c'est comme si on revenait à la Troisième République. C'est-à-dire, tu es au 21e siècle avec des textes qui datent de la Révolution. Tout ça, ça a évolué, mais les textes n'ont pas spécialement évolué. Je veux dire, on peut pas parler dans les textes de championnat de A1 GP ou de GP2. On parle même pas je sais même pas si on parle de F2 ou on parle de GP2, peut-être même encore. Ouais, je suis pas sûr, mais peut-être. Tu peux te poser des questions sur certains pilotes et comme le disait Thibaut, c'est sûr qu'à cette époque-là, on est nous pas démarchés peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines par des équipes qui cherchent les pilotes et qui te disent ah mais t'as pas un pilote qui serait silver ou un bronze, un bon bronze. Il y a des silver qui ont en plus du budget, tu vois. Je te prends, alors il roule moins maintenant, mais un Sacha Botman est bronze. Cindy Gudet passe bronze. Tu vois, un Jonathan Hirschi aussi maintenant qui était gold, qui roule, qui fait du rallye, qui fait plus d'endurance, passe silver. Alors, dans les textes, ok, il roule plus et tout. Bon, par contre, en silver, le gars redevient bankable. Alors qu'en gold, personne va l'appeler. Mais en silver, il redevient bankable. Donc, pour moi, je pense que les textes sont un peu moyens. On en revient aux discussions que mine de rien, ça change beaucoup ça a un impact qui est colossal sur la carrière de certains pilotes. Hein. Moi, je vais pas citer de nom, mais on a des pilotes. Enfin, moi, j'ai au moins 2 cas français qui ont arrêté leur carrière parce que ils sont montés d'un grade après avoir gagné un championnat où il n'y avait pas un niveau de fou, mais ils ont gagné le championnat. Et comme ils ont gagné le championnat, on les a fait monter d'un grade. Et le mec, il monte d'un grade, et là, il n'y a personne qui l'appelle, et pas de budget, donc pas de volant, donc obligé de faire autre chose. Et à côté de ça, tu as des pilotes aussi avec qui on a déjà discuté, qui pensent, pas toute l'année, mais plus la fin août se rapproche, et qui pensent à ne pas aller trop vite en relais pour ne pas monter. Non, mais c'est le truc va loin. Hein. On avait les target lap time pour pas se faire pénaliser par la BOP. Maintenant, on a les target lap time pour pas prendre un grade à la catégorisation de pilote. Ouais. Oui, ouais. Tu vois, celle qui a fait beaucoup débat ces dernières années, c'est Sarah. Tu vois, elle était bronze. En bronze, c'est sûr que Sarah, en bronze, elle est au-dessus du lot. Mais en silver,
elle tient toujours son rang, mais je pense que les textes, c'est les textes qui pour moi sont à remettre au goût du jour. Je pense qu'il faudrait remettre les textes au goût du jour. Je dis pas que le système est mauvais, mais les textes collent plus avec la réalité. T'as raison, il y a des critères qu'il faudrait revoir, mais même au niveau des jeunes. Même au niveau des jeunes, tu peux pas traiter un mec qui a fait une carrière en karting comme un mec qui n'a jamais rien fait de sa vie en sport auto et qui décide de prendre une licence. Tu lui coupes les ailes dès que le gars il commence. J'en reviens à l'histoire de Philippe le Noir. Lui, tu lui coupes les ailes clairement, alors qu'il va pas rouler. Il n'y a pas une équipe WEC demain qui va l'appeler pour aller rouler en WEC quand j'étais World Challenge Europe. Donc après, est-ce qu'on fait des distinguos entre les championnats et entre le niveau dans le championnat? En théorie, oui, parce qu'on prend les moyennes par rapport aux mecs qui roulent dans le même championnat. Hein. Ça me paraît un peu trop. Le vaste sujet de la catégorisation des pilotes, tel était le sujet, Thibaut et Laurent, de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. On espère qu'on vous a un petit peu resitué ce paramètre d'importance dans le sport auto avec les différentes catégorisations, les limites également que l'on a pu mettre en avant de ce système et comme on le disait là dans les dernières minutes, quelle est la solution? C'est sûr que c'est très compliqué et que peut-être qu'un réajustement des textes serait une bonne façon de remédier à certaines de ces limites. Thibaut et Laurent, merci pour ce tour d'horizon de ce sujet. On se donne rendez-vous très vite dans un nouveau numéro de Track Limit, le podcast d'Endurance Info. Merci. Ciao, ciao. Ciao.